Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de cette édition. Risque très élevé de propagation de l'épidémie Ebola en RDC selon l'OMS qui dit se préparer à tous les scénarios. 10 jours après l'attaque de l'église de Fatima qui a fait plus de 30 morts à Bangui, ce 11 mai, jour de commémoration en RCA, témoignage dans les rues de la capitale centrafricaine. Et puis, dans ce journal, nous vous embarquerons à bord du porte-avions Harry S. Truman, image exceptionnelle de ces chasseurs qui percent le ciel. Le message de l'Organisation mondiale de la santé est sans équivoque. En RDC, il faut se préparer au pire. Depuis l'annonce mardi 8 mai d'un foyer d'épidémie d'Ebola dans le nord-ouest du pays, l'organisation annonçait il y a 2 jours avoir débloqué $1 million américains de son fonds de contingence pour les situations d'urgence. Aujourd'hui, elle continue de se mobiliser et se déployer pour prévenir une crise sanitaire qui pourrait toucher 9 pays. Nathalie Barge a joint pour nous Tariq Yazarevich, le porte-parole de l'OMS. Je crois que pour cette décision, le gouvernement a besoin de comprendre mieux la situation épidémiologique. Il faut déjà voir qui est identifié comme cas suspect, qui est identifié comme contact. Parce que si on fait une vaccination par la méthode de l'anneau, donc vacciner les contacts des contacts, donc il faudrait avoir des listes précises des gens à vacciner avant. Vous vous rappelez que l'année dernière, il y avait une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, dans une autre localité, c'était à Likati. Le gouvernement a donné son feu vert et les préparations avaient bien commencé pour utiliser les vaccins, mais finalement, il n'a pas été utilisé tout simplement parce qu'il n'y avait plus besoin. On a réussi à arrêter la propagation du virus par les méthodes traditionnelles. On ne sait pas comment ça va se passer cette fois-ci, donc on se prépare, mais l'essentiel c'est vraiment d'avoir une meilleure compréhension de la situation épidémiologique sur place. En RCA, le voile de la mort plane toujours, encore endeuillé suite aux récents événements tragiques qui ont frappé Bangui, faisant plusieurs morts. Le pays a marqué un moment de silence ce vendredi à l'occasion de la 3e journée nationale en mémoire des victimes des conflits militaro-politiques. Pascal Gabriela est notre correspondante sur place. La commémoration de ce 11 mai intervient 10 jours après l'attaque de l'église de Fatima qui a fait plus de 30 morts et de nombreux blessés. Peu de personnes ont fait le déplacement à cause de la situation sécuritaire qui est encore tendue. Dans les rues de Bangui, les avis sont plutôt mitigés. On vit dans des situations critiques, oui. Mais pour que cette journée soit vraiment réussie, il faut qu'il y ait au moins une stabilité dans le pays et que tout le monde puisse reconnaître. Pour que cette journée soit reconnue et soit vraiment réussie, si le pays se trouve dans une situation de paix, je suis sûr que toute la population allait vraiment vivre ça en communion. Je doute que la population est consciente de ces dates. Pour la simple raison que vous savez, c'est quand même un problème très grave. Un problème très grave. Les victimes qui sont aujourd'hui meurtries, les familles sont déchirées. On est encore en train d'enregistrer des victimes. Et parallèlement, on parle de la célébration des journées en mémoire des victimes. C'est tellement, ça fait une cacophonie totale. La République centrafricaine connaît depuis plusieurs mois un regain de violence. L'une des conséquences est une augmentation des déplacés internes ainsi que des réfugiés. Cette situation qui menace le processus de paix ne permet pas à la population de prendre conscience des questions relatives aux commémorations. Pascal Gabriela Serra pour VOA Afrique, Bangui. Au Congo-Brazza, c'est un bilan sévère que dressent les évêques catholiques de la situation du pays, dette publique, corruption, conflits civils entre autres. Toutes ces difficultés, estiment les dignitaires religieux, viennent du changement contesté de constitution par référendum en octobre 2015
et qui a permis la réélection tout aussi contestée du président Dédi Sassou Nguesso en mars 2016. Sans faire allusion au général et opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko, 71 ans, qui a été condamné ce vendredi à 20 ans de détention criminelle pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État à l'issue d'un procès qu'il a qualifié de règlement de compte politique. Les évêques congolais soulignent le besoin d'une justice équitable et indépendante et demandent la libération des prisonniers politiques. Pour un éclairage, nous accueillons maintenant le journaliste et consultant en relations internationales, Abdelaziz Moundé. Monsieur Moundé, bonsoir. Bonsoir. Je le disais à l'instant et on l'a appris ce soir, le général Mokoko a été condamné à 20 ans de prison. Votre réaction? Une réaction à la fois de dépit et aussi d'un vrai désarroi pour le peuple congolais. Dépit parce que le général Mokoko représentait un espoir, il a été un challenger important de Denis Sassou Nguesso. Et vraisemblablement, c'est un règlement de compte politique puisque tous les éléments qui ont été versés à charge au procès n'ont pas pu être établis suffisamment. Et donc la condamnation était inéluctable de ce point de vue. Et je pense que les Congolais sont effectivement en droit, les évêques l'ont rappelé tout à l'heure, de réclamer une justice plus impartiale, une justice qui corresponde à l'aspiration démocratique que les Africains, de manière générale, doivent avoir. Parlons à présent de la sortie des évêques. Qu'est-ce qui la justifie selon vous? Je pense que l'Église s'est toujours impliquée de manière plus ou moins contestable ou tout simplement juste sur le continent africain. Je rappelle que les conférences nationales dans les années 90 ont été menées très souvent, comme au Congo, à l'ex-Zaïre ou encore au Congo-Brazzaville par des archevêques. Et je pense que la réaction des évêques correspond effectivement à l'ère du temps, puisqu'il faut, quand les questions d'humanisme ou quand les questions d'indignité ou quand les questions de justice sociale ou de démocratie sont mises en cause, eh bien, il est du rôle de toutes les composantes sociales, de tous les notables, que ce soit les chefs traditionnels, les forces politiques, et dans le cas des chefs de l'Église, de réagir de manière aussi vigoureuse ou tout simplement juste. Alors, le cas du Congo, vous l'évoquiez, n'est pas un cas isolé dans bien de pays africains. Aujourd'hui et hier, l'Église continue de prendre position sur des dossiers politiques. Qu'est-ce qui justifie cette tendance-là ces jours-ci? Dans le cas du Congo RDC, effectivement, vous savez que le pays était dans une impasse. Le président Kabila refusant de respecter la lettre de la Constitution. Alors, il a fallu trouver à la fois des médiateurs et également des forces qui pouvaient permettre de débloquer la situation. C'est vrai qu'elle n'est pas encore totalement décantée, mais l'implication de l'Église a tout au moins permis que les forces politiques puissent se parler. Et d'un autre côté, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, depuis 1990, l'Église s'est impliquée de manière décisive dans le processus démocratique en RDC, donc l'ex-Zaïre, comme sur l'ensemble du continent. Il faut rappeler également que l'Église a toujours été présente sur le continent, à tort ou à raison, depuis la période coloniale. Certains l'ont accusé d'avoir balisé ou pavé le chemin des colons, puisqu'il y avait souvent une conjonction entre les deux. Et puis également, au plus fort de l'indépendance et les années 90, l'Église, à travers les conférences épiscopales, que ce soit au Cameroun, au Congo, au Tchad ou en RCA, comme le disait l'évoqué tout à l'heure, en RCA, l'Église est toujours impliquée. Donc je pense que c'est tout simplement une implication réaliste concernant les problèmes. Si vous avez des voix et des fidèles qui vivent des situations à la fois atroces et préoccupantes, il est peut-être du devoir de l'Église de s'impliquer et puis de donner son avis. Abdelaziz Moundé, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultant en relations internationales. Merci. La Côte d'Ivoire compte porter à 600 soldats l'effectif de son contingent militaire au sein de la MINUSMA, la force de l'ONU au Mali. C'est ce qu'a déclaré le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amon Tano. Information confirmée par le président ivoirien Alassane Ouattara lors d'un point de presse avec son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta, qui l'accueille en visite officielle pour 2 jours à Abidjan. Quelques 150 casques bleus ivoiriens sont déjà déployés depuis 1 an à Tombouctou, dans le nord-est du Mali. Au Niger, le dossier de la trentaine d'acteurs de la société civile arrêtés à mars dernier pour organisation et participation à une manifestation interdite n'avance pas. Chose inquiétante selon leurs avocats qui ont tenu à dénoncer la situation. Surtout qu'entre-temps, c'est la santé de certains détenus qui nécessitent des examens médicaux.
Mais leur évacuation traîne, aggravant leur situation. C'est le cas d'Ali Idrissa, coordonnateur de Rodab. Je vous propose de suivre la réaction de son avocat. Monsieur Ali Idrissa, son état de santé est grave. Si dans les 48 heures, il n'a pas été évacué, le pire peut se passer. Et nous avons saisi la Commission nationale des droits humains à cet effet. Et nous estimons qu'elle va réagir, qu'elle va s'impliquer pour qu'il soit évacué et ne demande aucune faveur. À la date d'aujourd'hui, près de 2 mois d'incarcération, aucun autre acte d'instruction n'a été posé. Et pire, ils n'ont eu droit à aucune visite du juge d'instruction, alors même que l'article 666 du Code de procédure pénale est clair là-dessus, qui fait une obligation au juge d'instruction de rendre visite chaque mois aux gens qu'il a placés. Mais dans ce cas d'espèce, près de 2 mois d'incarcération, ils n'ont eu droit à aucune visite. Situation à suivre donc au Niger, mais beaucoup plus dramatique. Amnesty International dénonce la condamnation à mort par un tribunal soudanais d'une adolescente accusée d'avoir tué son mari. L'organisation estime que Noura Hussein Ahmad, 19 ans, est plutôt une victime et que la peine prononcée à son encontre est d'une cruauté intolérable. La jeune femme a été condamnée à mort pour avoir tué l'homme que son père l'avait forcé à épouser à l'âge de 16 ans. Selon Amnesty International, lorsque Noura Hussein a refusé de consommer son mariage, son mari a appelé 2 de ses frères et un cousin pour qu'il l'aide à la violer. Au Kenya, les équipes de secours continuent de chercher ce vendredi d'éventuels survivants à la catastrophe causée par la rupture d'un barrage mercredi soir dans le centre du pays. Catastrophe qui a fait au moins 45 morts et une quarantaine de disparus. La justice a demandé une enquête sur cette tragédie qui s'est produite suite à des pluies diluviennes. La diplomatie continue sa marche entre les États-Unis et les 2 Corées avec la rencontre ce vendredi entre le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, ici même à Washington. Les 2 hommes devraient discuter du prochain sommet entre leurs dirigeants. On sait maintenant que le sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un aura lieu le 12 juin à Singapour. L'annonce a été faite hier par le président américain dans un tweet après des semaines de spéculation. Nous allons tous essayer d'en faire un moment très important pour la paix dans le monde, a écrit le président américain. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, entame demain samedi une tournée diplomatique délicate pour tenter de sauver l'accord nucléaire abandonné par les États-Unis après les craintes internationales suscitées par une escalade militaire inédite impliquant Israël en Syrie. Hier, dans une poussée de fièvre, Israël a mené des dizaines de raids aériens meurtriers contre des cibles iraniennes en Syrie. L'État hébreu a rendu public les images des raids iraniens et affirme riposter à ce qu'il décrit comme une agression contre le parti du plateau du Golan qu'il occupe. Par une nuit orageuse, quelque part en mer Méditerranée, les bombardiers F-18 Super Hornet du porte-avions USS Truman décollent à toute vitesse. Ils s'envolent en direction de cibles classées top secret. La principale mission du porte-avions Truman est de combattre le groupe État islamique en Syrie en menant des frappes aériennes. Nous envisageons un déploiement de 7 mois, mais nous avons la flexibilité de rentrer au pays dans 1 mois ou d'étendre notre présence ici à 1 an. Notre formation était très exigeante. Je suis prêt pour toutes les missions. Au vu des performances de notre groupe et de cet escadron, je suis confiant. À l'horizon, on peut distinguer un navire de guerre russe stationnaire. La proximité de la flotte américaine est un message implicite à Moscou. Nous sommes ici pour démontrer à nos partenaires et alliés dans la région notre engagement continu. Nous menons des opérations de soutien à l'opération syrienne. Nous avons commencé le 3 mai. Des navires de cette taille sont construits pour assurer la présence américaine sur toutes les mers et rappeler aux ennemis la puissance des États-Unis.
Voilà ce tellement qui est parti aussi vite qu'un missile et qui parlait donc de l'USS Harry S. Truman, porte-avions polyvalent américain qui est actuellement déployé à Méditerranée orientale à bord de ces géants à propulsion nucléaire. Merci d'être sur Le Monde aujourd'hui. Le Monde aujourd'hui en direct de Washington. Voici les titres de cette seconde partie. Bob Marley Forever, voilà 37 ans qu'il nous a quittés pour un long voyage, mais ses fans l'ont toujours en mémoire. Peut-on prolonger la durée de vie humaine? En tout cas, des chercheurs de Rochester, dans l'État du Minnesota, le croient. Nous le verrons dans ce journal. Le pain africain de plus en plus valorisé, c'est le cas à Kinshasa où une femme couturière et styliste en a fait son affaire. C'est vendredi et c'est l'heure d'accueillir Roger Moutou pour Culture Hebdo. Bonsoir Roger. Bonsoir John, heureux d'être avec toi. Merci. On commence par R. Kelly qui a été accusé et conséquence, ses produits sont retirés de Spotify. Oui, John, Spotify, ce service suédois de streaming musical sous la forme d'un logiciel propriétaire et d'un site web, a annoncé jeudi retirer de ses playlists les chansons de l'artiste américain R. Kelly après un appel du mouvement Time's Up à couper les ponts avec le chanteur accusé d'abus sexuels depuis plusieurs années, une première dans le monde de la musique en ligne. Je rappelle aussi, John, ici que si R. Kelly est accusé depuis plusieurs années d'abus sexuels, il n'a jamais été condamné. Le chanteur et producteur de 51 ans, auteur de I Believe I Can Fly, avait été inculpé pour pornographie sur mineurs en 2002, mais finalement acquitté en 2008. Une plainte a par ailleurs été récemment déposée contre lui auprès de la police de Dallas par une femme qui affirme qu'il a infecté d'une maladie sexuellement transmissible sans l'avoir prévenu qu'il en était porteur. Une enquête a été ouverte en avril. I Believe I Can Fly, lui, s'est envolé pour l'autre monde. C'est Bob Marley et cela fait 37 ans. Et à Abidjan, de nombreux espaces commémorent donc cette mort. Oui, à Abidjan, comme partout ailleurs, les férus du reggae et du rastafarisme commémorent aujourd'hui, vendredi 11 mai, l'anniversaire de la mort de Bob Marley, auteur, compositeur, interprète, chanteur jamaïcain, icône de cette musique, décédé il y a 37 ans. Cette date, John, est le prétexte chaque année pour rendre hommage à ce précurseur de cette musique de revendication. Roberta Nesta Marley, plus connu sous le pseudonyme de Bob Marley, est mort le 11 mai 1981 à Miami, ici aux États-Unis, d'un cancer. Il n'avait que 36 ans. Dans plusieurs capitales considérées comme plaque mondiale du reggae, comme Kingston, Jamaica, Londres en Angleterre et, vous l'avez si bien dit, John, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les sonorités de cette légende continuent d'être adulées et le monde entier commémore cette date à travers des spectacles dans de nombreux espaces dédiés au reggae. Bob Marley a je rappelle ici, aussi vendu plus de 200 millions de disques à travers le monde. Et on finit, John, ici avec des images de l'auteur, compositrice, interprète de la musique afro-hip-hop, Phénos, du Burkina Faso, qui était en concert à New York City. Elle nous a rendu visite ici sur VO Afrique.
Pour moi, j'aimerais représenter tout mon continent. C'est pour cela que je me sens en tant que panafricaine, que partout où que je passe, que je représente cette africaine-là qu'on voit par ses idées, et parfois par sa manière de s'habiller ou parfois par voilà, qu'il y ait un petit rappel toujours quelque part. Si c'est pas le foulard, ça va être le collier. Si ça pas, voilà, qu'il y a toujours une trace de l'Afrique qui passe quelque part. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Roger Moutou, merci d'être venu. On vous retrouve vendredi prochain. Bon week-end. On ne quitte pas tout à fait la culture. Roger, on va à Cannes, où la 71e édition du Festival de Cannes a ouvert ses portes mercredi dernier. Même si les mouvements MeToo et Time's Up ont encore le boycott du géant du streaming Netflix suite aux règles françaises qui l'empêcherait de diffuser des films pendant 3 ans après leur sortie, sont dans les esprits. Les stars connues et nouvelles sont au rendez-vous. Cette année, 4 films africains y participent. C'est ce que nous dit Herzouba Compaoré. Le festival de cinéma le plus glamour d'Europe a déroulé le tapis rouge aux stars venues de tous les horizons présenter leurs films. Même si des réalisatrices manquent dans la compétition pour la Palme d'Or, c'est avec humour que la présidente du jury, Cate Blanchett, a expliqué qu'il y avait un déséquilibre inhabituel entre les sexes. Il y a une femme à la tête du jury, et puis il y a 4 hommes et 4 femmes. Il se trouve juste que j'ai fait pencher la balance. Désolée. Parmi les autres femmes du jury, la réalisatrice Eva DuVernay, l'actrice Kristen Stewart et la chanteuse burundaise Kadjanine. À côté de BlacKkKlansman de Spike Lee, une histoire d'un policier noir américain qui infiltre le Ku Klux Klan et dans lequel joue le fils de Denzel Washington, on note Yom Din, le film du jeune réalisateur égyptien Abou Bakr Shawki, qui raconte l'histoire d'un copte lépreux et de son apprenti orphelin traversant l'Égypte à la recherche de leur famille. 3 autres films représentent l'Afrique cette année. Rafiki de la Kenyane Wanuri Kahiu retrace l'histoire d'amour entre 2 filles dont les pères sont des rivaux politiques. Le Sud-Africain Etienne Kalos, lui, présente son premier long-métrage, These Choppers, Les Moissonneurs en français. Premier long-métrage également pour la franco-marocaine Meriem Ben Barek avec son film Sophia, l'histoire d'une jeune mère célibataire à la recherche du père de son enfant. Qui de Spike Lee, de l'Iranien oscarisé Asghar Farhadi, du jeune Égyptien Abou Bakr Chaoudi ou encore de Jean-Luc Godard remportera la Palme d'Or. Rendez-vous le 19 mai pour le découvrir. L'explorateur espagnol Ponce de León a cherché en vain la fontaine de Jouvence, cette source d'eau magique capable d'inverser le processus de vieillissement. D'où l'importance des travaux des chercheurs de Rochester dans l'État du Minnesota, ici aux États-Unis, qui travaillent à prolonger la durée de vie humaine et aussi à retarder l'apparition de multiples maladies et invalidités liées à l'âge. Plus de précisions avec Irénée Herman. Les scientifiques de la clinique Mayo de Rochester pensent qu'il est possible de retarder les maladies liées à l'âge en agissant sur les mécanismes fondamentaux du vieillissement. Ils expérimentent leur idée ici sur des souris. On s'est dit pourquoi ne pas attaquer les causes profondes de la vieillesse, fondamentales dans le processus de vieillissement, afin d'essayer de retarder l'apparition de ces troubles et d'augmenter ce que nous appelons la santé dans la durée. Donc, le but est de savoir comment ajouter de la vie aux années, pas nécessairement des années à la vie. C'est au centre Mayo sur le vieillissement que les médicaments sénolytiques ont été découverts, des agents qui éliminent sélectivement les cellules âgées détériorées chez la souris sans endommager les cellules saines. Ces médicaments ont le potentiel de ralentir le vieillissement en tuant les mauvaises cellules qui s'accumulent pendant la vieillesse et qui causent chez l'être humain une variété de problèmes de santé liés à l'âge.
Nous constatons que différentes combinaisons de ces médicaments sont efficaces dans différentes situations. Il y a donc beaucoup de travail à faire pour déterminer quelles sont les bonnes combinaisons pour l'être humain. Si les médicaments sénolytiques parviennent à réduire l'impact du vieillissement sur la santé et ont des effets secondaires minimes, alors les scientifiques prévoient de passer progressivement du traitement des conséquences du vieillissement à la prévention totale. Il y a de l'espoir, nous pouvons obtenir des résultats positifs. En attendant, des études supplémentaires sont en cours en vue de déterminer la sécurité et l'efficacité de ces médicaments. Le monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. Et fidèle au poste, Yacouba Ouedraogo nous a rejoint. Yacouba, bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Décidément, le sort s'acharne contre la Tunisie. Déjà privés de leur maître à jouer Youssef Msakni, victime d'une rupture des ligaments croisés, les Aigles de Carthage risquent de devoir se passer d'un deuxième joueur important pour le mondial 2018. Blessé hier contre la JS caïrouanaise, l'attaquant de l'Espérance Tunis, Taha Yassine Hennissi, souffrirait d'une déchirure à la cuisse nécessitant plusieurs semaines de repos. À 3 jours de l'annonce de la présélection de Nabil Maloul, le cas du sang or inquiète forcément, même si la fédération tunisienne n'a pas communiqué à ce sujet pour l'instant. En Égypte voisine, Gross ne viendra pas aux Zamalek, réputé pour son instabilité. Le Zamalek ne signera pas Christian Gross sur son banc. Pourtant officialisé le mois dernier, la venue du technicien suisse a finalement capoté. La raison, une mésentente sur les termes du contrat. Du coup, l'intérimaire Khaled Galal a été confirmé pour ses fonctions, dans ses fonctions pour la saison prochaine. En Europe, l'UEFA a ouvert une enquête pour indiscipline à l'encontre du gardien de but de la Juventus Turin. Gianluigi Buffon, lors des quarts de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid, on se rappelle encore, alors que la Juventus menait 3-0 dans le temps additionnel et se dirigeait donc vers la prolongation et une possible nouvelle remontada spectaculaire. L'arbitre a sifflé un pénalty en faveur du Real. Buffon a été exclu sur le coup pour protestation et il a dit de l'arbitre qu'il avait un sac poubelle à la place du cœur. L'instance disciplinaire tentera d'examiner ce cas le 31 mai. C'est tout pour ce qui est de l'actualité sportive du jour. Merci Yacouba. Le pain africain se porte bien, autant s'en réjouir. Et chaque jour, les stylistes rivalisent d'ingéniosité pour le transformer, l'accessoiriser. À Kinshasa, par exemple, Augustine Vaweka, jeune couturière et styliste, confectionne des accessoires pour femmes et objets de décoration faits à base de fameux tissus. Patrick Abega l'a rencontré pour nous. Augustine, la machine à coudre et les pagnes. Une connivence célébrée par les mordus des accessoires en tissu pagne. Un tissu que les jeunes branchés adorent sous toutes leurs déclinaisons. Chaussures, bracelets, sacs ou encore bijoux pour femmes. Augustine ne fixe aucune limite à sa créativité. Le pagne, c'est une identité africaine. Et en tant qu'africaine, j'ai aimé valoriser le pagne. Le pagne, on en porte déjà depuis des décennies en Afrique. J'aimerais bien que les gens, dans leur accoutrement, qu'ils aient aussi de pagne. Que les gens aient toujours quelque chose en pagne dans leur garde-robe. Dans son atelier en plein centre de Kinshasa, derrière sa machine à coudre, elle façonne des objets du matin au soir, caressant un rêve. Rendre les pagnes accessibles à travers ses créations. J'ai trouvé que beaucoup de personnes, de moins en moins, portaient le pagne, peut-être parce que ça coûtait cher. Moi, j'ai voulu faciliter en confectionnant des accessoires en pagne. Quelqu'un peut porter un boucle d'oreille en pagne qui coûte 2000 francs par exemple. Pour Augustine, l'enjeu du pagne dépasse la mode. Il s'agit de les protéger et les pérenniser. Un combat menacé par la déferlante sur les marchés africains des vêtements de style occidental, moins chers mais moins africains. Moi, je suis l'une des personnes qui croient que le mode des pagnes, ce n'est pas un mode qui va mourir aujourd'hui. J'en ai fait vraiment ma profession et j'aimerais que ça perdure dans les temps. Pour cette véritable missionnaire du Liputa, le pagne en lingala, l'une des langues nationales congolaises, l'objectif est donc simple. Convaincre le plus grand nombre de coquettes que le tissu peut et avoir encore de beaux jours devant lui. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Retrouvez Anastasie Studiesh dès lundi. Bon week-end à tous.